Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat. Cédric Simonin est présent. Comme à chaque fois, toujours. je ne serais rien sans vous, vous le savez, pour parler d'habitat, surtout avec des sujets assez pointus comme la RE 2020. Ouais. On en a déjà parlé et reparlé, mais c'est quand même un sujet brûlant. Pour en parler, aujourd'hui, on a invité Frédéric Drier. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Vous êtes le responsable de l'agence d'Épinal de ABM Énergie Conseil. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un bureau d'études qui est thermique, enfin un bureau d'études thermique et environnemental. Voilà, waouh. J'y suis arrivé. Maintenant, je vous laisse et je suis très impatient de découvrir tout ça, ces questions autour de la RE 2020, parce que ça influence beaucoup. Mais quel faux cul. Mais si. Vous n'en avez rien à foutre. Pas du tout. On le sait très bien. C'est ce que vous avez dit dans la préparation de l'émission. non, mais le pauvre Frédéric Drier, il arrive. Il est pas en terrain conquis. La RE 2020. Je vais vous convaincre. Alors, je vais essayer. Ça va changer le monde de la construction. C'est bien ce que je dis. Donc, j'en ai pas rien à foutre, comme vous dites. J'ai dit ça comme ça. Voilà. Bon, je m'en vais. Donc, les réglementations thermiques évoluent. Là, on est sur une réglementation environnementale. Effectivement, ça va révolutionner le monde de la construction. On va en parler tout de suite après. Déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la RE 2020 ? Alors, la réglementation RE 2020, c'est une norme à respecter. C'est une nouvelle norme qui va entrer en vigueur très prochainement, d'ici quelques semaines, qui découle finalement des engagements que tous les pays se sont signés pour réduire, en tout cas, les gaz à effet de serre et les consommations énergétiques des bâtiments. Donc c'est une nouvelle norme qui fait suite à la réglementation qui est en vigueur, qui est la RT 2012. C'est une méthode de calcul, pour faire simple, à travers laquelle un bureau d'études va tout simplement modéliser un bâtiment neuf et s'assurer qu'il va respecter cette fameuse norme, c'est-à-dire des seuils de consommation énergétique et carbone, on va l'évoquer, à ne pas dépasser, ce qu'on appelle des seuils maximum. Alors j'ai parlé de petites révolutions, peut-être on veut parler de grandes révolutions. En quoi justement c'est une révolution pour le monde de la construction ? Alors c'est une révolution parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les différentes normes qui se sont succédées se contentaient, entre guillemets, de calculer les performances énergétiques des bâtiments, de s'assurer que ceux-ci n'étaient pas trop énergivores. Et la révolution aujourd'hui, c'est que on va faire entrer en vigueur un nouveau critère, qui est vraiment un critère environnemental, qui est notamment le fameux gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'empreinte carbone des bâtiments. Donc c'est un changement plutôt important, puisque là aujourd'hui on s'assurait de construire une maison et puis à la suite on regardait, on modélisait le bâtiment, on s'assurait qu'il était bien conforme. Là, c'est-à-dire qu'il va devoir prendre en compte ces nouvelles normes dès la phase construction du bâtiment, puisque tout ce qu'on va impliquer dans la maison, que ce soit dans la maison, dans le logement, dans le bâtiment, au sens large, que ce soit les matériaux, les matériels, vont avoir un impact sur le résultat et sur finalement la conformité ou pas du bâtiment. Alors on va y venir en détail. Vous avez parlé d'énergie, de carbone et matériaux. On va les prendre un après l'autre, si vous voulez bien. Oui. Donc concrètement, comment ça se traduit ? Déjà, on va commencer par l'énergie. Alors l'énergie, c'est-à-dire qu'on va constater par rapport à l'ancienne norme une nécessité de renforcer l'isolation des bâtiments, puisqu'il va être nécessaire avec cette nouvelle RE 2020 de diminuer d'environ 30% les besoins de chauffage d'un logement ou d'un bâtiment. Donc ça va nécessiter forcément de travailler énormément sur l'enveloppe de ce bâtiment, sur des critères aussi qui étaient forcément un petit peu moins bien pris en compte avant, c'est-à-dire la compacité des bâtiments, l'orientation des bâtiments. Donc c'est vraiment un travail complet. Et donc pour aller chercher cette nouvelle performance énergétique qui va s'imposer à nous. Et puis ça va forcément se traduire en plus de bâtiments très bien isolés par des systèmes qui permettent de chauffer cette maison ou ce logement très performants, autres que ceux qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années. Alors vous avez parlé de moins 30%, mais par rapport à quoi ? Ce serait quand même bien de le préciser, parce que pas que les gens s'imaginent. Pour ceux qui disent, est-ce que ça par rapport à l'ancien ou du neuf, est-ce que vous pouvez juste le préciser ? Alors c'est par rapport aux bâtiments neufs qui se construisent aujourd'hui, c'est-à-dire que jusque fin d'année, on est soumis à la réglementation thermique 2012. C'est la marche qu'il va falloir, le gap qu'il va falloir franchir pour réussir à respecter la nouvelle RE 2020. Donc vous voyez, par rapport aux ça change tout d'un seul coup. Ben oui, parce que on a déjà une réglementation thermique 2012 qui est déjà costaud, déjà assez élevé, et donc là c'est encore plus élevé, donc on est par rapport à du neuf. Donc un jour, on parlera de l'ancien. C'est pas le thème de l'émission aujourd'hui, mais vous allez voir que là, après, c'est tout un changement. Alors, on a parlé de l'énergie. Est-ce qu'on peut parler maintenant du carbone ? Quel est l'impact comment ça se traduit par rapport au carbone ? Alors, le carbone, pour le coup, il y a deux facteurs qui vont entrer en compte dans ce fameux calcul. Le premier, c'est un facteur qu'on appelle carbone-énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement le système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements qui va être installé, va être plus ou moins producteur de gaz à effet de serre. Ça, c'est une volonté des pouvoirs publics, effectivement, de diminuer les énergies fossiles, qui sont par naissance émettrices de gaz à effet de serre, pour privilégier des énergies un petit peu plus propres. Donc, très concrètement, dans un logement individuel neuf, par exemple, ça veut dire qu'à très court terme, à moyen terme, des solutions de chauffage au gaz, par exemple, sont appelées à disparaître pour être remplacées par d'autres énergies plus propres.
c'est la partie carbone, on va dire, sur la partie système, mais il existe également une empreinte carbone des matériaux et Alors, du attendez. matériel. Avant d'attaquer les électronique, matériaux, juste une question sur le chauffage, parce que là, finalement, vous lancez une bombe hein, en disant que c'est l'arrêt du gaz. Alors là, les gens doivent se poser la question, mais alors, si c'est pas le gaz, on sait déjà que ce ne sera pas le fioul, ça c'est certain. Exactement. Alors, ce serait quoi? Eh bien, c'est vrai que les alternatives se réduisent finalement, donc il va rester essentiellement ce qu'on va retrouver plutôt sur du logement individuel, de la pompe à chaleur, hein, qui est à base d'origine électrique, qui est en France produite par du nucléaire et donc moins émettrice de gaz à effet de serre. Il existe toujours d'autres variantes qu'on pourra imaginer, comme le chauffage au bois avec une chaudière bois ou etc. Des pompes à chaleur RO, des pompes à chaleur RR. Mais c'est vrai que tout ce qui est fossile, comme on l'avait dit, gaz et fuel, c'est finalement quelque chose qui va être beaucoup trop pénalisant. Et même si dans les textes, il n'est pas marqué noir sur blanc qu'il est interdit de se chauffer avec ce type d'énergie, on va constater en faisant notre fameux calcul réglementaire que ça devient impossible de respecter la norme. Alors, parlons maintenant des matériaux. Alors les matériaux, c'est le deuxième impact sur le bâtiment finalement, puisqu'on va calculer l'empreinte carbone du bâtiment à travers ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie du bâtiment sur une durée de 50 ans. On va tout simplement calculer l'empreinte carbone de tous les composants, que ce soit des matériaux ou des matériels, donc de la brique, de l'isolation, de la tuile, etc. On va faire une petite moulinette à travers un logiciel de calcul, et puis on va faire la somme tout simplement de l'empreinte carbone du bâtiment, de sa construction, donc y compris la phase chantier, jusqu'à la fin, voire sa déconstruction. Donc chaque finalement matériau qui va être mis en place va avoir lui-même un poids carbone, et c'est la somme de tous ces postes, de tous ces matériaux matériels qui vont faire qu'à la fin on va être ou pas conforme. C'est ce qu'on appelle, si je le vulgarise encore plus, hein, c'est l'impact carbone que peut avoir un matériau du berceau au tombeau. Ouais. Exactement. Alors ça a l'air très contraignant pour les promoteurs immobiliers que vous êtes, Cédric, mais en même temps, c'était indispensable pour avancer et pour la protection de la planète. Alors oui, c'est indispensable, on se rend compte. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette future réglementation, elle est prévue déjà pour durer sur les 10 prochaines années, et elle est évolutive. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va calculer l'empreinte carbone de ces bâtiments. On aura donc des seuils à respecter. Ces seuils sont placés aujourd'hui à un certain niveau que, dans un premier temps, ça ne va pas avoir un impact direct forcément sur les matériaux de construction qui vont être employés. Mais on sait déjà que cette réglementation étant évolutive, en 2025, 2028, puis 2030, les seuils vont être relevés, donc vont être beaucoup plus contraignants. Et là, ça va vouloir effectivement dire de commencer à faire une réflexion sur les matériaux qu'on va finalement employer dans le bâtiment, en sachant que certains matériaux vont être mieux valorisés, sont plus vertueux. C'est par exemple le cas du bois. Est-ce qu'on aurait pu aller, plus loin dès maintenant? Alors il faut quand même laisser le temps à la filière de exactement s'organiser. On est bien d'accord, c'est une grosse nouveauté, surtout que les textes législatifs sont sortis il y a seulement quelques semaines. Donc il faut forcément plusieurs mois, voire plusieurs années pour réussir à vraiment anticiper totalement cette réglementation. Et puis le monde de la construction est un monde très conservateur. Il faut aussi, c'est un mot qui n'est pas très français, mais acculturer ce monde-là. Hein. Ouais. Et je le dis régulièrement dans les émissions, on a un temps long. Donc attention, entre ce que l'on vend, à un moment on le vend et on le construit, il y a toujours un délai. J'ai encore deux questions. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'on va être obligé de revoir notre manière de construire? Alors il va falloir y penser, aussi bien sur la conception, puisque je l'expliquais tout à l'heure, tout va avoir un impact vraiment sur le bâtiment, hein, je l'ai dit, sa compacité exactement, son orientation pour profiter des apports solaires, etc. Et puis sur les matériaux, puisque c'est là que finalement, si aujourd'hui on a un petit peu de latitude encore pendant quelques années, c'est clair qu'il va falloir entamer cette réflexion. Ça veut dire aussi mettre plus d'isolation dans les bâtiments pour pouvoir respecter la partie énergétique. Et puis ça veut dire ces fameux matériaux isolants, choisir les bons matériaux, ceux qui auront l'empreinte carbone la plus faible possible. Et alors, fatalement, quel impact sur les prix des logements? Alors, le coût, forcément, c'est là aussi toujours un grand débat entre forcément ce qu'annoncent les pouvoirs publics et puis la réalité du terrain. Aujourd'hui, alors on n'a encore pas forcément beaucoup de recul, puisque comme je dis, ça fait seulement quelques semaines qu'on dispose des textes et des outils. On part du principe qu'en moyenne, on va se retrouver sur un surcoût qui va aller de 7, 8, 9% par rapport à un prix d'un logement standard aujourd'hui. De fait, cette surisolation des bâtiments que cela va entraîner. Eh ben, en plus des augmentations dues aux matières premières qui augmentent, etc., on imagine que les prix de l'immobilier vont faire que grimper encore dans les prochaines années. Est-ce qu'on va aller justement par rapport à ces nouvelles réglementations vers des logements plus petits? Parce que il y a une forme de logique là-dedans. On risque d'aller vers des logements peut-être plus petits, mais aussi peut-être plus standardisés. C'est vrai que la maison ou le bâtiment, entre guillemets, d'architecture un petit peu plus développé va se trouver pénalisé dans ce cas de figure, de par des capacités et puis des choix constructifs qui ne sont pas forcément en adéquation avec la future réglementation et ce qu'elle va nous imposer malheureusement. Merci Frédéric Drier, C'est moi qui a qui vous été remercie. complet, brillant, parfait, très clair. Moi j'ai tout compris. Eh ben, Et c'est je pense parfait, que écoutez. nos auditeurs également. Merci Cédric Simoneau. Merci. Igloo,
Igloo en Air, c'est sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast évidemment, sur topmusic.fr, on y est. Et puis également, j'en oublie un, Sur YouTube. sur YouTube évidemment, la chaîne YouTube d'Igloo. À très bientôt pour une nouvelle émission Igloo, le Mac de l'habitat. Merci. C'est moi. Merci, au revoir.